finalement, le Data Catalog, c'est une solution qui marche sur le mesh et hors le mesh aussi. Il s'agit ici d'un replay de notre dernière matinale spéciale Data Product to Data Marketplace, co-organisée avec Zinea. Ole Olesen-Bagneux est danois et nous fait le privilège de faire son premier talk en français. Si vous voulez en savoir plus sur la data gouvernance stratégie, je vous encourage vivement à suivre la formation animée par Charlotte Ledoux. La prochaine session aura lieu le 26 janvier prochain. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien ci-dessous si vous voulez y participer. Je vous souhaite un bon visionnage. Voilà la présentation sur Data Mesh, Products et Marketplace. La suite des présentations est ainsi. Donc, Romain, vous avez présenté un horizon stratégique, très high level pour les entreprises. Là, on va entrer un petit peu dans les détails, dans l'architecture, l'application pratique de cette architecture. Et ensuite, finalement, Michel Lunetta va vous expliquer un cas réel et une architecture, à mon avis, assez brillante. J'admire beaucoup cette architecture. Donc, vous allez voir comment ça se concrétise au fur et à mesure. Mais donc, la présentation que je vais vous faire, c'est sur le Data Mesh, Products and Marketplace, sur mon livre, The Enterprise Data Catalog, et puis ses concepts. Un petit peu de moi. Enfin, je m'appelle Ole Olesen-Bagneux. Je suis, j'habite à Copenhague. Ma mère est française, mais j'ai jamais été dans une école française, donc c'est pour ça que j'ai appris un peu de français à la maison. Mais je travaille maintenant chez Zinea, mais avant j'ai travaillé dans l'industrie danoise. J'étais un leader, architecte et spécialiste, toujours dans le domaine de data. Et je suis auteur du livre The Enterprise Data Catalog, publié par O'Reilly il y a 6 ou 7 mois. Donc, le livre que j'ai écrit, c'est un livre tech agnostic, c'est-à-dire je décris tous les data catalogs qui existent sur le marché, toutes les sortes de data catalogs, il y a énormément de technologies, mais c'est un livre tech agnostic. Et puis après, quand j'étais en train, bon, ça c'est plus, c'est pour après. J'ai aussi, donc vous pouvez aussi écouter mon podcast que je fais maintenant avec Zinea, The Data Democracy. Et je suis avec Zinea depuis quelques mois. Et c'est un grand plaisir. Donc, pourquoi est-ce que j'avais décidé de publier ce livre? J'ai travaillé avec beaucoup de data catalogs dans ma carrière et c'est clair que c'est une catégorie de technologie qui souffre énormément. Les data catalogs sont souvent très très compliqués et rendent très très peu de valeur normalement, malheureusement. J'ai oublié de dire que j'ai un PhD de l'université de Copenhague. J'ai enseigné à l'université de Copenhague en sciences d'information et ça m'a donné une formation ça m'a donné une connaissance qui m'indiquait que j'avais peut-être des réponses à ces problèmes-là. C'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre. Donc j'avais proposé le livre à O'Reilly et ils ont accepté. Et ils ont accepté parce que justement c'est une approche différente qui n'a pas été expliquée avant et c'est surtout un livre tech agnostic, c'est-à-dire que c'est un livre qui sert avec n'importe quelle technologie que vous avez. Voilà. Donc mon livre a 3 parties. Le premier s'appelle Organizing Data so that you can search for it, c'est-à-dire il faut organiser les données d'une certaine façon afin de pouvoir les retrouver d'une façon efficace. Il y a des principes, il y a des mécanismes, il y a même des lois mathématiques qui décrivent très clairement comment est-ce qu'on peut organiser les données afin de les retrouver correctement. Il y a aussi une réalité technologique à laquelle je tiens beaucoup. C'est une réalité, c'est un choix. Donc, est-ce que un data catalog s'est construit sur un knowledge graph ou pas?
Un knowledge graph permet quand même de organiser et de retrouver les données d'une façon meilleure. Donc, je décris en profondeur les knowledge graphs dans mon livre. La deuxième partie s'appelle Democratizing Data with a Data Catalog. C'est donc la démocratisation des données et comment rendre les données découvrables, accessibles et gérables. Enfin, j'espère. Et je parle aussi du futur des data catalogs. Et là, c'est pas simplement de generative AI. C'est plus que ça. À mon avis, il faut décrire pas les technologies, mais les capabilities que ça essaye que cette technologie essaye de livrer. Et dans ce cas, c'est ce que j'appelle ambient findability, c'est-à-dire une capacité d'être capable de retrouver n'importe quelle donnée, n'importe où, n'importe quand, et n'importe qui doit être capable de faire ça. Donc, après, quand j'étais en train d'écrire mon livre, je vais finir l'histoire de mon livre maintenant, mais quand j'étais en train d'écrire mon livre, j'avais découvert Sénéa. J'étais à peu près dans la moitié de l'écriture de mon livre que j'avais trouvé cet éditeur qui m'a vraiment surpris parce que je pensais écrire mon livre pour les éditeurs aussi. Il y a tellement de data catalogs qui marchent si mal que franchement, j'avais écrit mon livre, bien sûr, pour les gens qui essayent de gérer, de créer, d'implémenter un data catalog. Mais j'avais aussi écrit le livre pour les éditeurs pour dire, vous sortez d'un univers de computer science ou data science, mais s'il faut bien gérer, s'il faut avoir un succès avec un data catalog, il y a des perspectives de information science qu'il vous faut considérer. C'est donc pas des principes de technologie pure et dure. Il y a aussi un aspect organisation de données et un élément théorique que vous avez ignoré. Et donc c'est pour ça que j'avais écrit le livre pour les éditeurs aussi. Et là, tout d'un coup, j'avais découvert Sénéa qui d'une façon assez surprenante pour moi, avait créé cette architecture qui était vraiment en harmonie avec les principes que j'essayais d'expliquer dans mon livre. Et donc, j'avais invité Sénéa à écrire le forward dans mon livre. Et après la publication, j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil de Luc Legardeur, le CEO de Sénéa, qui m'a invité de joindre Sénéa. Donc voilà. Voilà l'histoire de mon livre. Je pense que j'ai assez parlé. Alors, donc vos questions sur les data products, sur le mesh, tout ça, j'ai des réponses supplémentaires. Je pense qu'on m'a très très bien répondu. J'essaye de ajouter quelques réponses aussi. Et en effet, j'ai beaucoup de slides qui me restent, donc je vais essayer de parler un peu plus vite. Donc je vais parler des data products, de data mesh et de data marketplace dans cet ordre-là. D'abord sur les data products. Quand j'avais écrit mon livre, c'était 2021, 2022. Et là, c'était clair que le terme data product, c'était un terme qui faisait surface, disons, je sais pas le dire autrement, mais on commençait de parler de data products. Mais puisqu'il n'y avait pas une définition assez précise à l'époque, qui avait été reconnue, disons, globalement par la communauté data, je parle de data assets dans mon livre. Je parle aussi, je parle un petit peu de data products, mais je parle surtout de data assets. Parce qu'il n'y a pas une définition simple de data products. Je trouve que la définition que Romain a présentée, c'est une synthèse assez valable de plusieurs définitions de data products. Mais si on entre dans les détails de l'architecture des data products, il n'y a pas une seule architecture. Par exemple, dans le livre de Zhamak Dehghani, Data Mesh, elle présente, est-ce que ça c'est un, ah oui, ça c'est un LISA. Donc ça c'est l'architecture de data products présentée par Zhamak Dehghani dans Data Mesh.
Et Jean-Marc Degagne, il parle d'un data quantum. Donc, c'est vraiment inspiré par les microservices. C'est l'élément le plus petit des données qui constitue un data product. Et les données et les métadonnées sont ensemble dans ce quantum. Ça, c'est la définition qu'elle présente dans le livre Data Mesh. Contraire à mon ami Pieter Strenghold qui a écrit Data Management at Scale. Là, l'architecture d'un data product, c'est une séparation entre les données et les métadonnées. Donc, le data product, en effet, ce n'est que les métadonnées. Parce que ça peut justement consister à plusieurs datasets physiques. Ces deux définitions s'opposent, mais ça fait rien finalement, parce qu'on peut construire les data products comme on veut. Il n'y a pas une définition simple d'un data product, donc il suffit de faire les choix pour les organisations. À mon avis personnel, je pense que ça c'est pas très réaliste. De créer un data mesh pur, c'est très très difficile. À un niveau technologique, c'est pas très réaliste parce qu'il y a un héritage technologique dans n'importe quelle entreprise importante. Et vous allez le voir avec le cas de Michel Lunetta après le break. Et ça, il faut le respecter. Et ça, on peut pas le changer d'un jour à l'autre. C'est impossible. Donc, je trouve que Pieter Strenghold a une approche plus pragmatique, peut-être moins... ça peut être un peu plus ennuyeux, disons, parce que c'est pragmatique, justement, mais c'est applicable. Donc voilà. Il y avait une question sur pourquoi est-ce qu'on crée des data products. C'était vous, je crois, monsieur. Justement, les data products, c'est une distinction. C'est pour faire une différence entre les assets et les produits. Les assets, tant que Jean-Marc Degagne le voit, c'est que c'est un élément, c'est un acte de data governance défensive. Donc, on protège les assets, on les enferme, on les protège, on les isole. Voilà. Tandis que les produits, l'idée c'est de rendre un produit consommable. Il y avait une autre question sur la qualité des données. C'était vous, je crois. La qualité des données dans un data product, dans le mesh, c'est quelque chose qui se diffère à un asset, un data asset, d'une façon assez précise. C'est-à-dire que l'idée d'un data mesh, c'est de respecter ce que Eric Evans a écrit dans le Domain Driven Design il y a exactement 20 ans. Et c'est-à-dire, ça je vais le dire en anglais, the ubiquitous language of the domain. Je peux pas le dire en français. Mais c'est-à-dire que on n'harmonise pas les données jusqu'à un niveau où ça permet d'être utilisé comme master data pour exécuter le value chain d'une entreprise. Ça, c'est une approche qui fait un clash avec le data mesh. Et donc, les produits et la qualité des données doivent respecter le ubiquitous language of the domain. C'est-à-dire que il y a forcément des données qui vont s'opposer sémantiquement dans le mesh. Mais c'est pas l'intention, c'est l'idée. Parce que il s'agit de exploiter les data products afin de avoir des analytical insights. Donc, le but, c'est de augmenter les capacités de ces activités analytiques à la base des données. Et c'est pour ça qu'on respecte le ubiquitous language dans le domaine, dans le data mesh. Voilà, je voulais parler, et ça c'est un peu les mêmes diagrammes que Romain a présenté il y a 20 minutes, mais là j'ai ajouté le data catalog. Donc le data catalog c'est symbolisé par le logo et le petit search bar là, et je vais vous présenter trois diagrammes sur le mesh et le data catalog. Donc là c'est
la réalité dans une bonne partie des entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas forcément un data warehouse qui existe dans le centre, mais c'est une solution, disons, un enterprise solution, c'est-à-dire une idée de un enterprise data lake, un enterprise data warehouse ou un enterprise data lakehouse, c'est vraiment jouer avec les mots. Mais le rôle d'un data catalog dans ce cas, c'est de rendre découvrables les données en tant que assets. Et une fois que les différents domaines demandent les données qui sont découvrables dans le data catalog, il y a une équipe centrale qui vont rendre ces données accessibles par une solution centrale. Voilà, une technologie centrale. Ça, c'est l'approche traditionnelle qui a créé un bottleneck, du retard, justement, sur l'exploitation des données dans pratiquement toutes les entreprises du monde. Et c'est pour ça que Jean-Marc Degani avait présenté l'idée d'un data mesh, qui est la possibilité pour chaque domaine, tout à fait comme Romain avait montré, que chaque domaine puisse stocker ou garder les données dans leur domaine, ne pas les transporter dans une solution centrale, mais les garder dans les domaines, les rendre découvrables et accessibles aussi. Ça demande un niveau supérieur technologique, une connaissance technologique supérieure pour chaque domaine, mais ça permet de scale, donc de exploiter les données à une échelle plus importante. Et c'est ça qui est c'est ce que promet le data mesh, c'est d'être capable d'utiliser les données à une vitesse et avec un ampleur beaucoup plus important que l'approche traditionnelle. C'est pour ça qu'on parle de data mesh et de data products. C'est parce que ça, c'est, si on veut le vulgariser un petit peu, ça c'est Tesla et ça c'est Ford. Ça c'est la différence. Donc, la vérité dans n'importe quelle entreprise qui a existé plus que 10, 20 ans, c'est ça. C'est un mélange entre les deux. Et il y a rien à y faire. Et c'est pas dramatique. Il faut pas, à mon avis, en tant que, j'ai tellement travaillé en tant que leader et enterprise architect dans les grosses entreprises que c'est absurde de se battre contre cette réalité. Ça peut pas se faire. Il y a une héritage technologique trop importante. Ça prend trop de temps. On peut pas tout changer et aller directement sur un data mesh pur et dur. C'est impossible, à mon avis. Donc, la plupart des entreprises se trouvent sur ce spectre, quelque part sur ce spectre. Et finalement, plus qu'on le regarde, le plus ça devient difficile à dire « Est-ce que ça, c'est peut-être pas la même chose que ça ?» Et qu'est-ce qu'il y a là et là? Mais bon, la plupart des entreprises vont se trouver un peu au milieu. Enfin, et je dois aussi parler de data catalogs. Donc, là, bien sûr, si on parle d'un data mesh, le data catalog, justement, dans le centre, ça sert ce que Jean-Marc Lagarnier parle d'un experience layer. Donc, c'est ça, ça permet de découvrir les données de l'entreprise. C'est une solution qui marche. Finalement, le data catalog, c'est une solution qui marche sur le mesh et hors le mesh aussi. C'est ça qui est ça c'est bien, d'avoir une technologie qui permet de rendre découvrables des données dans le mesh et hors le mesh. Et c'est ça qui fait que là c'est bien sûr, c'est nécessaire. On peut aussi dire le contraire. Un data catalog c'est nécessaire si on a une approche très moderne ou si on a une approche très traditionnelle. Ça permet de découvrir et gérer les données dans n'importe quelle architecture.
Voilà. Finalement, j'ai beaucoup parlé. Je pensais que j'avais rien à dire, mais donc le dernier slide, c'est donc le marketplace. Qu'est-ce que c'est un data marketplace? Le data marketplace, c'est une architecture où on a créé un data mesh avec des produits, des data products dedans, qui sont très simples à consommer, à découvrir, à consommer, à utiliser. Et donc c'est un data catalog, mais c'est plus qu'un data catalog, ou on peut même dire c'est moins qu'un data catalog, parce que ça expose pas forcément les data assets. Il y a pas forcément besoin d'avoir une fonctionnalité, disons de GDPR ou de lineage champ à champ, tout ça, parce que c'est caché derrière, dans une autre couche de cette technologie-là. Donc le data marketplace, c'est quelque chose de très pur et très simple à utiliser. Au moins, enfin, ça c'est l'idéal. Donc je pense que c'est un petit peu ce que j'avais à dire. Merci.